Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, Mali, Burkina, Niger, vers la création d'une alliance économique et géopolitique avec le Maroc. Il faut dire que le Maroc a organisé ce week-end un premier rendez-vous de discussion avec ces trois pays, Mali, Burkina et Niger essentiellement, pour discuter d'une nouvelle alliance économique surtout, mais aussi géopolitique, permettant à ces trois pays d'avoir un accès à la mer. C'est la proposition faite par le Maroc aux délégués de ces trois pays. La réunion s'est tenue à Marrakech et la proposition du Maroc a été bien appréciée, en tout cas, par les délégués, les ministres des Affaires étrangères, surtout, du Mali, du Burkina et du Niger, une proposition qui leur permettra d'avoir directement un accès à la mer. Mon inquiétude, c'est que le Maroc n'est pas géographiquement directement lié à ces pays. Le Maroc est plus proche du Mali, mais pas directement lié au Mali, parce qu'il y a un territoire mauritanien qui sépare cette portion du Maroc et du Mali. Comment cette alliance se fera-t-elle? On attend de voir. Pour le moment, ils disent qu'ils ne sont qu'à l'étape de projet. Peut-être dans les jours à venir, on nous dira de quoi il est exactement question, mais nous en parlons. Je voudrais bien commencer par vous, Rodrigue Awego. Quels seraient peut-être les enjeux d'une telle alliance entre le Maroc et ces trois États du Sahel, Burkina, Mali, Niger? Il y a un slogan que nous évoquons affectueusement face à ce genre de situation, et nous le disons clairement que c'est le terrain qui guide l'action. Aujourd'hui, la question est de savoir quelles sont les exigences du terrain. Aujourd'hui, quand on prend par exemple le Burkina n'a pas de frontières maritimes. Quand on prend par exemple un pays comme le Niger n'a pas de frontières maritimes. Quand on prend le Mali n'en a pas. Alors, il est question de travailler avec les pays qui ont une certaine ouverture sur l'océan pour pouvoir assurer les ravitaillements et permettre, par exemple, aux populations d'avoir une certaine interconnectivité avec les autres populations de ces pays-là qui ont une certaine frontière avec l'océan. Maintenant, vous avez vu qu'avec les sanctions répétitives et les sanctions, je dirais, cumulés contre ces trois pays qui ont connu des coups d'État, ça les a affaiblis, surtout avec la fermeture des frontières avec les pays qui ont une certaine ouverture sur la mer, par exemple. Vous voyez la situation, le bras de fer actuel qui existe entre le Niger et le Bénin. Vous voyez, par exemple, si le Burkina doit avoir un ravitaillement à partir donc de navires ou de conteneurs, il faut peut-être passer par le Togo ou le Bénin. Vous voyez par exemple le Mali, le Togo, le Bénin. Vous voyez par exemple le Niger se trouve aussi dans la même situation, qui doit devoir composer avec soit le Nigeria ou avec le Bénin. Et donc, avec la fermeture des frontières, ça a créé d'énormes problèmes. Et quand je dis le terrain guide l'action, les réflexions ont poussé vers la mise en place de l'AES dans un premier temps. Ouais. Et l'AES, c'est une force, disons, beaucoup plus stratégique pour, dans un premier temps, selon le cahier de charge, avoir une interconnectivité pour huiler la machine à combattre le terrorisme. Ouais. Alors, il y a le besoin qui est là parce que les gens parlent beaucoup plus de l'idée d'une indépendance économique vis-à-vis du franc CFA, surtout avec cette guerre qui les oppose à la France via la CEDEAO. Et donc, ces réflexions-là aussi sont poussées. Il y a d'éminents économistes qui participent aux réflexions à ce niveau-là. Vous allez voir qu'au niveau de la masse, les populations parlent déjà des spécimens qui existeraient pour ce qui devra constituer une zone monétaire à l'AES. Mais quand vous prenez l'offre du Maroc, le Maroc est une puissance qui ne dit pas son nom dans la zone. Et vous avez bien fait de relever le fait qu'il y a la Mauritanie qui fait le pont entre ces pays, les trois pays réunis, et le Maroc. Mais l'offre du Maroc, c'est un projet, vous l'avez dit. Et quand il y a une vision, on fait des pieds et les mains pour avoir ou s'octroyer les moyens de mise en œuvre. Et dans les moyens de mise en œuvre, le tout premier moyen déployé, c'est cette rencontre-là entre ces États-là, selon mes informations. Le Tchad aussi aurait été partie prenante de cette rencontre-là. Et donc, la dénomination ou les deux dénominations qui prévalent qu'il faut analyser, c'est la géopolitique et l'économie.
Et quand vous prenez l'aspect économique, c'est dans un premier temps l'un des volets que les pères fondateurs de la CEDEAO, ou qui sous-tend la création de la CEDEAO à partir de la vision des pères fondateurs, c'est-à-dire la libre circulation des personnes et des biens. C'est pour ça que vous allez constater que dans la communication, ou le communiqué final qui a sanctionné cette rencontre-là, on a parlé de construction, de développement d'infrastructures routières, d'infrastructures aéroportuaires ou d'autres canaux qui peuvent permettre la liaison entre le Maroc et ces trois pays-là. Dans un premier temps, c'est le premier volet. Maintenant, quand on prend la géopolitique, ça voudra dire que c'est une guerre de conquête de territoire qui est en train d'être menée, et ça ne va pas épargner la Mauritanie. Parce que si il faut développer des infrastructures entre le Maroc, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ça risque de faire de la Mauritanie un pays un peu cloisonné, qui n'aura d'ouverture que sur l'autre côté, qui avec son voisinage immédiat, qui ne lui profite forcément pas de l'autre côté. Vous parlez du Sénégal ou... Quand vous prenez oui, bien sûr, du Sénégal. Du Sénégal. Okay. Parce que composer directement avec le Sénégal, ce n'est pas trop bénéfique pour la Mauritanie. Parce que le flux qui arrive, vous voyez que la frontière maritime, à partir quand vous prenez la zone dessinée de la CEDEAO, qui commence le Libéria... déjà le Sénégal. Déjà le Sénégal. Déjà le Sénégal. Jusqu'au Nigeria, jusqu'au Nigeria, par exemple. Vous allez voir que c'est une côte qui est très prisée. C'est une côte qui fait beaucoup plus la liaison avec les pays de l'Occident. Okay. Et donc, c'est ce qui explique la mise en valeur des ports comme le port de Lomé, les ports comme le port de Tema, les ports comme le port d'Abidjan, les ports comme le port de Cotonou et les ports comme le port du Nigeria. Donc, vous allez constater qu'on ne cite pas trop le port du Sénégal. Donc, vous comprenez que si la Mauritanie va aller peut-être avoir d'ouverture sur ce côté-là, ce n'est pas trop bénéfique. Ce qui veut dire que la Mauritanie aussi, dans sa politique, aurait bien voulu, étant déjà donné que sa situation géographique va être profitable à cette nouvelle vision, mais ce sont des discussions engagées. Je pense que la Mauritanie va plier. Donc c'est beaucoup plus aujourd'hui une nouvelle puissance en gestation que moi je suis en train de lire, qui sera guidée par le Maroc. Vous savez que le Maroc a longtemps cherché à pénétrer totalement la CEDEAO. Ça n'a pas vraiment trop marché, alors que quand on connaît bien Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est un homme de vision qui jusque-là a du mal à déployer totalement ce qu'il a dans son arsenal avec sa composition avec les autres pays. Et donc, cette nouvelle donne va peut-être servir de canal ou de créneau pour permettre la mise en place de cette large vision-là qui va consolider les forces du Maroc et bien évidemment avec le concours des autres et en faire une nouvelle puissance. Adam Adronou, le Maroc veut donner un accès à la mer aux trois pays, Mali, Niger, Burkina. Les ministres des Affaires étrangères de ces pays se sont rencontrés ce week-end pour discuter de la question. C'était à Marrakech au Maroc. Oui, vous savez, je pense que tout le monde sait les ambitions du Maroc en ce qui concerne l'économie. Il veut percer, mon frère l'a dit tantôt, tout le marché, le marché même africain, commençant par la CEDEAO. Et ses ambitions de ce point de vue ont été un peu ralenties compte tenu de la réticence d'un certain nombre de pays qui estiment que le Maroc, lorsqu'on prend cette subdivision et mondiale liée, il n'a pas trop. Il y avait des motifs qui l'expliquaient au mieux et le Maroc n'a pas trop. Lorsque nous prenons sur le plan géographique, et il est très difficile que le Maroc puisse donc intégrer la CEDEAO. Il peut être considéré comme pays observateur, mais nous savons véritablement qu'aujourd'hui, le marché de la CEDEAO profite pas mal au Maroc. Ce qui peut nourrir réellement donc les ambitions, surtout avec cette subdivision de ces trois pays-là qui veulent être une force émergente et que le Maroc peut bien évidemment profiter pour être également avoir une force
de pouvoir donc pénétrer cette CEDEAO-là. Donc je pense que lorsque vous prenez sur plusieurs aspects, naturellement, c'est vrai, lorsque nous parlons donc de l'accès à la mer, et comme vous l'avez dit, la Mauritanie constitue une zone tampon qui ne peut pas permettre réellement donc à tous ces pays-là de pouvoir avoir accès, en tout cas à la zone maritime du Maroc, mais nous savons véritablement qu'il peut y avoir, même si il advenait que la Mauritanie n'est pas trop intégrée à ce projet-là, il peut y avoir d'autres moyens. Et puis lorsque nous parlons de l'accès à l'eau, ça ne voudrait pas dire fondamentalement que le Maroc puisse donc céder une partie en tout cas de ces zones maritimes à ces trois pays-là, mais permettra, nous parlons ici d'une question beaucoup plus économique. Et là, vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, à partir du moment où le colon ou la puissance qui est donc la France a commencé, ou pratiquement cette page-là commence pas à tourner de toutes les façons, tout le monde veut aspirer à pouvoir faire des propositions donc à ces trois pays-là. Et vous allez constater qu'à part les États-Unis, d'autres pays également continuent par faire des propositions à ces pays-là pour donc pouvoir avoir une main forte dans ces pays-là. Mais la chance c'est que si aujourd'hui nous avons une puissance entre griffes, parce que de toutes les façons nous constatons que le Maroc est une puissance émergente qui puisse également peser plus lourd dans la balance en ce qui concerne en tout cas les offres et les propositions qui seront donc faites à ces pays-là, serait une bonne chose, parce que nous savons que c'est un pays africain tout de moins. Parce que ce qui est reproché aujourd'hui par nous pays africains, c'est que nous voulons changer des puissances occidentales par d'autres puissances également. Or, nous savons également que ce sont des questions d'intérêt. On préférerait plutôt avoir une puissance plutôt africaine, et nous savons que les intérêts de nos pays africains sont préservés. C'est en cela que je dis aujourd'hui, cela a une grandeur d'esprit au-delà de ce que nous observons. Parce que, par-delà tout, vous savez, l'expansion, et je l'ai dit, puisque aujourd'hui, lorsque vous prenez le Maroc, lui, il veut véritablement étendre cette puissance-là, aussi bien sur le continent et aller au-delà du continent. Donc je me dis, aujourd'hui, cette question est la bienvenue, mais il appartient aux autorités de pouvoir peser, en tout cas, en ce qui concerne les intérêts. Et n'oubliez pas également que nous également, nos pays, ont commencé déjà par proposer bien avant même qu'il y ait dans cette situation de coup d'État, surtout lorsque nous prenons le Niger, où vous payez le port d'Abidjan, qui est le port aujourd'hui qui propose des avantages à ces pays-là, où ces pays-là transitent. Donc chacun fait sa politique économie vis-à-vis de ces pays-là. Même moi, je pense que ce qui est important, c'est que ces pays-là qui, dans un passé récent, après ces coups d'État-là, n'étaient pas en odeur de sainteté, aujourd'hui commencent par retrouver une force liée à ces propositions de part et d'autre. Donc vous convenez avec moi que cela ne pèserait que sur la CEDEAO, heureusement, fort heureusement, qui a commencé déjà par changer de cap en offrant, en proposant d'autres offres qui permettent quand même à la CEDEAO d'être beaucoup plus résiliente, contrairement à ce que nous avons constaté par le passé. Donc moi je me dis, aujourd'hui le Maroc serait le bienvenu, mais il appartient véritablement donc à ces pays-là de connaître véritablement les avantages liés donc à ces propositions et d'avoir une géopolitique assez plus forte. Et justement, parlant d'études de la situation, des task force seront créées dans des pays pour étudier les conditions d'une telle alliance qui a des visées économiques mais aussi géopolitiques. Je voudrais ajouter un aspect, c'est surtout les frontières du Maroc qui jusque-là dépendent, parce qu'il y a la question du Sahara occidental qui pour certains est un territoire marocain, pour d'autres doit être considéré comme un territoire indépendant. Est-ce qu'en créant cette alliance, le Maroc n'intègre pas directement cette affaire du Sahara occidental, parce que quand vous voyez les limites géographiques, même la partie liée à la Mauritanie, c'est la partie avec le Sahara occidental justement, et quand on ne veut pas, quand le Maroc aujourd'hui n'est pas à très bon terme avec l'Algérie, son voisin, ou carrément le Front Polisario au niveau du Sahara occidental, vous voyez que le Maroc est isolé. Est-ce que cette alliance avec les pays du Sahel, Mali, Burkina, Niger, pourrait au plan géographique et peut-être politique même résoudre cette affaire de Sahara occidental avant qu'on ne revienne dans le fond de cette alliance économique qui va les lier? Oui, je voudrais aborder cette question avec un schéma, avec une image. Lorsque nous allons à une représentation théâtrale, nous voyons la scène.
mais on voit également le rideau. Qu'est-ce qui se passe derrière le rideau? Donc c'est l'essentiel parce que c'est du derrière du rideau qu'on voit ce qui se passe derrière la scène et cela, c'est par marche d'escalier, c'est en étape. Aujourd'hui, le Maroc ouvre grandement ses bras pour ces 3 pays qui sont des pays stratégiques aujourd'hui en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, le Mali, le Niger et plus le Burkina Faso, avec, disons, cette aversion pour une puissance coloniale autrefois, ce qui est confirmé aujourd'hui, donc c'est que ils ont besoin aujourd'hui d'avoir un autre parrain. Et les parrains, ces 3 pays n'iront pas chercher les parrains, mais ce sont des parrains qui viennent passer des auditions, qui viennent offrir des choses, parce qu'ils savent, disons, les atouts qu'offrent ces 3 pays. Donc c'est pourquoi je parlais en image de ce qui se passe, ce qui se passerait derrière le rideau, parce que ce ne serait pas gratuit que le Maroc parle à ces 3 pays aujourd'hui dans un cadre d'alliance. Rodrigue l'a abordé, ces 2 aspects. La partie économie et puis la partie géopolitique. La partie économie, donc le développement des infrastructures résout un tant soit peu ces problèmes. Donc les commerces, les échanges commerciaux ne seront pas assez fluides, mais ces échanges commerciaux auront toujours lieu. Maintenant, si nous voyons ce qu'on appelle la géopolitique, c'est là où toute la stratégie s'y trouve en ralliant ou bien en mettant la main sur ces 3 pays. Donc c'est déjà un atout pour le Maroc pour essayer d'envoyer un message à la CEDEAO, parce que le Maroc avait fait des pieds des bains, avait fait toute la diplomatie, disons, agissante pour intégrer la CEDEAO, n'a pas pu, mais en créant cette alliance-là, cette alliance avec ces 3 pays, est-ce que ce n'est pas une manière, disons, d'enquiquiner un tant soit peu la CEDEAO? Parce que nous voyons aussi, nous allons sur le plan commercial et sur le plan de l'animation des foires. Lorsque vous allez aussi bien dans les villes marocaines ou bien les foires se passent dans nos pays, vous verrez, on fera le constat nettement que le Maroc est toujours le pays qui offre beaucoup plus d'opportunités. Et les produits marocains sont des produits qui ne sont pas enviables à ce que nous voyons du côté de l'Occident, parce qu'il y a une rigueur en termes de qualité. Et lorsque les entreprises marocaines viennent en prospection du côté du continent africain et de l'Afrique de l'Ouest, ces entreprises ont toujours le vent en poupe. Donc ça rentre dans l'aspect économique. Maintenant, est-ce que ça ne sera pas un test pour le Maroc pour aller sur le dossier dans un très proche avenir sur le dossier du Sahara? Donc on peut dire ça peut offrir, c'est des brèches qu'on peut avoir, mais ce dont je suis sûr, c'est que ce n'est pas gratuitement que le Maroc tend sa main à ces 3 pays. Le Maroc veut avoir une certaine autonomie, veut avoir un contrôle de l'Afrique. Du moment où cette alliance sera assez dynamique et va montrer ses résultats, vous verrez naturellement que d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du continent africain vont exprimer leur besoin de se retrouver dans cette alliance-là. Parce que cette alliance ne parlera pas assurément du franc CFA. Donc ça, c'est un aspect à ne pas oublier. Du moment où ces 3 pays ont déjà en idée, dans le cadre de l'AES, d'avoir une monnaie qui soit différente, une monnaie propre qui soit différente du franc du colonisateur de la France. Donc vous verrez que les choses vont aller assez vite. Maintenant, un autre côté, quelles seraient aujourd'hui les relations entre le Royaume du Maroc et les pays occidentaux? Est-ce que la France aura toujours cette propension à aller vers le Maroc, ou bien ça sera des relations assez conflictuelles? On peut dire qu'il y a déjà, disons, un début de relations. On voit des signes de relations assez conflictuelles entre le Maroc et la France. Cela ne va faire que s'accentuer parce que arracher ces 3 pays à la France, en allant sur le plan économique, donc je crois que c'est donner de la ciguë à la France pour que la France se donne elle-même la mort. Alors, aujourd'hui, est-ce que cette alliance risque de devenir un véritable casse-tête pour la CEDEAO? Vous avez dit tout à l'heure, hein, le Maroc a tenté à plusieurs reprises d'intégrer la CEDEAO en vain. Voilà une opportunité où des pays sont en froid avec la CEDEAO. Le Maroc saisit l'opportunité pour se rapprocher de ces pays en proposant quelque chose que la CEDEAO a toujours proposé, l'économie et surtout des relations géopolitiques.
Est-ce que finalement ce ne sera pas un autre problème que la CEDEAO devra résoudre en dehors du problème déjà de l'AES? On l'a vu au dernier sommet, la CEDEAO était contre cette idée de l'AES. Voilà une alliance qui se profile à l'horizon entre le Maroc et ces pays. Mais écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, le Tchad fait aussi partie, le Tchad est partie prenante donc de ces assises-là à Marrakech. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement la question de la CEDEAO aujourd'hui. C'est pour ça que j'insiste sur l'aspect géopolitique de la chose. Vous savez, quand on parle du terrorisme, redessiner la carte du terrorisme, et vu que le combat est mené contre les terroristes, s'ils se replient, ils vont aller se réfugier où? Et donc quand vous prenez la situation du Sahara aujourd'hui, le Sahara est beaucoup plus un terrain propice pour un retrait stratégique. Alors, dans cette alliance, moi je vois loin ce qui sera fait. C'est une sorte d'anticipation pour pouvoir anéantir totalement le terrorisme, ce qui ferait du bien à l'Afrique. Maintenant, sur le plan économique, comme je l'ai dit, c'est une puissance qui est en train d'être déployée. Et ça va offrir une certaine indépendance vis-à-vis de la dépendance occidentale. Et à partir du moment où c'est l'offre et qu'au sein de ce pays, les populations déjà haussent le ton et déjà, comment dirais-je, chantent le refrain par rapport à la rupture de ce cordon ombilical qu'est le franc CFA qui lie les pays de l'Afrique francophone à la France, vous comprenez que c'est une occasion qui va, pour le moment, dans un premier temps, permettre aux trois pays de régler un problème, permettre aussi au Tchad de faire une certaine intégration, parce que vous avez vu le rapprochement, quand il a fallu que la CEDEAO, à un moment donné, envoie un émissaire auprès donc, des autorités de ces pays, on a dû avoir recours aussi à Mahamat Déby pour aller dans un premier temps vers les autorités nigériennes pour discuter. Et à partir de là, on peut aussi apercevoir un schéma directeur beaucoup plus option militaire. Parce que vous voyez, à la tête du Tchad, vous voyez que c'est un porteur d'armes. Vous voyez le Mali, vous voyez le Niger, vous voyez le Burkina Faso. Alors, il faut quand même qu'il y ait un contrôle avec une offre beaucoup plus qui procure alléchante. Et l'offre, vu que le refrain, c'est une rupture avec l'occidental, à partir du moment où c'est un pays africain, un pays frère, qui dispose des potentialités pour mettre en place ce canal-là qui va permettre à chacun de se sentir un peu chez soi, je pense que ça va vite avaler beaucoup de nations. Et cette histoire de Sahara occidental, je ne pense pas que ça va poser de problème. C'est vrai que ça va, l'occasion va permettre au Maroc d'aller à la reconquête, mais avec maintenant une certaine assurance, une puissance que l'isolation que ça va créer va accélérer les choses. Il n'y aura pas trop de... C'est en cela que je dis, par exemple, par rapport à la Mauritanie, que je ne vois pas trop de problèmes. Parce qu'à partir du moment où l'offre est alléchante, la Mauritanie ne va pas accepter un cloisonnement. Et donc, il faut aussi aller... C'est un peu comme une vague qui risque d'emporter toute la zone. Et vous allez voir une redistribution de la carte politique. Vous voyez le Maroc, à partir du Maroc, vous dessinez vers les trois pays qui avalent la Mauritanie, qui prend le Sahara, et vous allez voir que ça va émietter. Il n'y aura plus tellement une grande participation de ces pays au niveau de la CEDEAO. C'est en cela d'ailleurs que la CEDEAO a compris vite le message en allant, malheureusement qu'ils n'ont pas vite compris, j'allais dire, ils n'ont pas vite compris, sinon ils devraient anticiper lorsqu'on les appelait pour dire qu'il y a tout intérêt à préserver la CEDEAO pour que ça ne s'éclate pas. Donc aujourd'hui, la CEDEAO n'a plus totalement d'influence sur ces pays, d'où la dernière fois vous avez vu les fonds débloqués pour appuyer le combat contre le terrorisme, etc. Donc c'est une puissance montante. Et quand ça va s'asseoir, ça nous permettra de voir clair, sauf que ça va faire
beaucoup de mal à la France. Merci beaucoup. Adam Adjronou, la CEDEAO doit-elle s'inquiéter aujourd'hui face à un nouveau problème? La ES était là, on ne l'a pas encore résolu. Et voilà le Maroc aussi qui propose quelque chose avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et le Tchad. Oui, inquiétude, bon, je n'y crois pas tellement, mais ce qui est important, vous savez, ce qui importe au Maroc, c'est surtout le marché de la CEDEAO. Vous savez, en tout cas, tout se joue à part l'isolement géopolitique de l'Algérie, qui peut également être un sujet intéressant, cette alliance-là. C'est que aujourd'hui, si le Maroc a les trois pays, déjà le marché des trois pays avait des conditions alléchantes, douanières alléchantes, où carrément on considère le Maroc comme étant une continuité pratiquement de ces pays-là, cela affaiblit en réalité la CEDEAO. De ce point de vue-là, on ne saurait pas parler d'inquiétude, mais là, nous parlons donc des accords, etc., des accords commerciaux, etc., qui peuvent être des motifs assez salvateurs pour ces pays-là. Mais au même moment, ce qui est plutôt plus inquiétant, c'est naturellement le fait que, nous l'avons dit, parce que, en tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de bribes qui puissent donc permettre de pouvoir avoir des éléments d'appréciation sur le retrait de la CEDEAO de ces trois pays-là. Mais à partir du moment où ils constituent un tout au sein de la CEDEAO, cela constituerait véritablement un frein. Et surtout lorsque nous prenons le principe de subsidiarité qui permet, en tout cas à la CEDEAO, d'être le chef de file lorsque des problèmes adviennent, que la CEDEAO, la position de toutes les puissances du monde puisse être calquée sur la position donc, de la CEDEAO. C'est en cela que moi je trouve véritablement qu'il y aura une inquiétude, parce qu'à partir du moment où on ne saurait plus calquer toutes les positions sur la position de la CEDEAO, parce qu'il y aura une force montante liée également avec le Maroc, qui n'est pas n'importe quel pays. C'est là où l'inquiétude subsiste. Sinon, sur le plan économique, puisque c'était le vœu du Maroc pour intégrer la CEDEAO, il n'y a pas tant d'inquiétude à se faire. Credo, quelque chose à ajouter? Le Maroc, avec cette alliance, pourra-t-elle faire peur à la CEDEAO? Non, mais non seulement faire peur, mais le Maroc va faire mal à la CEDEAO. Le Maroc va faire mal à la CEDEAO parce que l'intégration économique au niveau de la CEDEAO, c'est vrai qu'il y a des balises, il y a des mécanismes, mais ce n'est pas encore ça sur le terrain parce qu'il y a des réticences au niveau des États, il y a des réticences au niveau de certains acteurs des populations que l'intégration économique, comme on l'aurait souhaité ou bien comme c'était écrit sur le papier, n'est pas encore d'actualité dans l'espace CEDEAO. Mais le Maroc ayant un objectif, vous allez voir que cela va se dérouler comme une fusée. Ils vont rapidement faire les choses et de telle sorte que les résultats de leurs études d'impact sur le terrain vont se faire visibles au niveau des populations. C'est là où je disais tantôt que cela va créer non seulement de la jalousie, mais ça va créer de l'engouement. Parce que ce n'est pas fortuitement que le Maroc est sorti, est dans cette dynamique, c'est parce que le Maroc a déjà étudié le terrain sur l'aspect économique. Le terrain est assez bien étudié que aujourd'hui, si le Maroc avait voulu passer par l'entité régionale, n'a pas pu. Donc s'il y a trois pays qui ne sont plus en odeur de sainteté et avec la France et surtout avec la CEDEAO, il faut s'appuyer sur ces pays pour développer ce qu'on appelle atout économique. Merci beaucoup à vous. Nous allons... Oui, quelque chose à ajouter? J'allais préciser, quand vous prenez par exemple, c'est une carte qui existait déjà. Quand vous prenez le Sahel part du Tchad, avale le Niger, le Mali, le Burkina et la Mauritanie. Et donc c'est le Maroc qui ne faisait pas partie du Sahel. Donc à partir du moment où les positions ont tendance à remettre en cause un peu la politique qui a sous-tendu donc les différentes missions de pacification ou de lutte contre le terrorisme dans le Sahel, c'est le Maroc qui est un pays qui vient s'ajouter maintenant à cela. Et donc forcément la question, comme je l'ai dit, la question de la Mauritanie ne va pas se poser, mais là où je suis d'accord avec Credo, c'est que ça divise en deux la CEDEAO. Vous prenez par exemple le côté nord de la CEDEAO disparaît totalement, le Burkina, le Mali, le Niger. Et donc ça laisse sur la côte le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria. La CEDEAO va donc se résumer aux pays côtiers. Ah ben, et si c'est en cela, comme Credo l'a dit, ça va faire mal, ça émiette donc la CEDEAO. Maintenant, si les gens ont encore une vision de longue portée, ça peut-être accélérer l'adhésion du Maroc à la CEDEAO qui va
certainement changer de politique si elle adhère à la vision pour pouvoir aller sur une autre dimension. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.